Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy, épisode je ne sais plus combien. Bonjour le King. Bonjour G, comment vas-tu? Ça va très très bien, écoute, nous sommes mardi. D'ailleurs, je préfère prévenir nos auditeurs, auditrices, viewers, vieweuses, fidèles, ô combien fidèles. À partir de la semaine prochaine, on risque d'être diffusé à partir du lundi pour être toujours plus proche des actualités du moment. Cette semaine, mon cher Fernand, épisode particulièrement chargé comme chaque semaine, parce que là, oui, le week-end dernier, déjà, il s'est passé plusieurs choses en MMA comme en boxe anglaise. On va commencer en MMA, bien évidemment, avec cette nouvelle défaite de Donald Cowboy Cerrone. Peut-être la dernière de sa carrière à l'UFC. En tout cas, Dana White lui a dit il va lui accorder une toute dernière chance de se reprendre. Toi, qu'as-tu pensé de ce combat, mais surtout là de la situation de Cowboy Cerrone, qui est une véritable légende du sport, mais ça, je ne vais pas dire que ça commence à devenir triste, mais c'est quand même un peu compliqué. C'est toujours ça le truc. C'est dommage parce que quand tu as suivi les previews de ce combat, tu sentais bien la prise de conscience totale de Cowboy. Cowboy Mhm. t'expliquait qu'il sait en fait qu'il est sous la sellette. Il t'expliquait qu'il sait que il n'a pas envie d'en parler. C'est moche de dire comme s'il combattait pour défendre son nom. Il n'a pas envie de défendre sa place à l'UFC, mais c'est la réalité. Il pourrait la défendre. Il le disait comme ça. Il disait, bon, je sais qu'en gros, on sait que Cowboy, il faut venir très énervé au premier round, le bousculer au premier round, il y a moyen qu'il perde et tout. Je sais que le petit jeune, il arrive en face, il a envie de me bousculer au premier round, mais je ne vais pas me laisser faire, je serai prêt, je vais lui envoyer la sauce. Mais ce n'est pas sa mentale, c'est un mec, c'est un diesel. Il le Mhm. disait, il a verbalisé, il a fait de l'auto-persuasion, il a tout fait ce qui était possible pour se préparer mentalement sur ce combat. Il a même avoué qu'il hésitait à valider le combat, qu'il a beaucoup hésité avec son équipe. Est-ce que c'est le combat est-ce que c'est l'acceptation de trop de combats, l'acceptation parce que il aurait pu dire non et attendre un autre combat, il aurait pu demander Mhm. quelqu'un de plus, puisqu'à la base il devait affronter, comment Diego il s'appelle, Sanchez. notre Diogo Sanchez, un autre ancien qui est sur le départ, et, qui est parti, qui n'est pas sûr, qui est parti, et voilà. Et en gros, ce qui se passe, c'est que malgré toute la conscience qu'il avait, malgré qu'il soit au courant de ce qui allait lui arriver, il n'a Mhm. pas pu éviter la défaite. Il n'a pas pu éviter. Et oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je pense que c'est vraiment, ça fait mal, ça. C'est dommage. Quand on est fan, moi, je suis ami avec Cowboy, je suis fan et ami avec lui. C'est-à-dire que Cowboy et moi, Donald Cerrone, on s'envoie des textos WhatsApp. C'est vraiment, voilà quoi. C'est un mec qui connaît beaucoup la France, beaucoup plus que je ne pensais quand je l'ai connu. Il a fait du vrai kickboxing. Il a, genre, les boxeurs de Muay Thai en France, il m'appelait souvent pour me dire, est-ce que tu as vu un tel et tout, tu peux lui passer le bonjour. Je me dis, mais comment tu le connais? Comment tu peux le connaître? Il me dit, bah, j'ai boxé du côté de la Belgique tel jour, j'ai boxé un jour à tel endroit, et puis je suis venu en vacances en France, on s'est vu, il était venu aux États-Unis. Enfin, il connaît vraiment le monde du kickboxing européen. Euh, je me suis attaché à ce personnage-là qui est très simple, Mhm. extrêmement accessible. Et c'est difficile de le voir sur ces 6 derniers combats et la scène défaite à l'UFC. C'est difficile, tu vois. Et bon, voilà, d'autant plus qu'il coûte cher parce que c'est l'un des mecs qui touche bien, quoi. Il a toujours son demi-million garanti. Donc, si tu veux, quand tu coûtes autant cher, que tu perds très souvent, que tu n'apportes plus de spectacles, ça devient difficile pour l'UFC. Et donc, je pense qu'on n'est pas loin de la fin. Ok, ouais, ouais. Parce que c'est là, en fait, moi j'étais assez surpris. Peut-être que toi tu vas nous apporter des éléments de réponse. Si tu vois, jusqu'à maintenant, ok, il perdait, tu vois, perdre contre Conor McGregor, perdre contre Tony Ferguson, c'est pas grave, on va dire, parce que la plupart des gens vont perdre contre eux. Là, cette défaite contre Morono prévenue avec, je crois, 5 jours de short notice, c'est très très compliqué. Et donc pourquoi il a accepté finalement? Parce que Cowboy, il est comme ça. Parce que vous avez Ouais. remarqué que Cowboy, il dit toujours oui, quoi. C'est le mystère, non. C'est le seul mystère, yes, en fait, de l'UFC. C'est un peu, il y a beaucoup de managers, beaucoup d'équipes d'agences de management qui sont dans cette idée-là. En gros, ça, c'est bien quand tu es jeune. Moi, je suis un peu dans cette idée-là en termes de Mhm. management. Euh, je vais négocier sur les positionnements lumineux où il peut y avoir du main event. Je vais négocier sur des combats où on a le temps de s'exprimer du 5 rounds. Je vais négocier pour
pour d'autres choses, pour des avantages. Mais en gros, je suis persuadé qu'il faut affronter les gens. Il faut affronter. Et contrairement à ce qu'on pense, je suis persuadé que quand on prend un short notice, à 70%, celui qui est en short notice, c'est celui qui était déjà prévenu avant. C'est-à-dire que les personnes, les mercenaires, je les appelle les mercenaires, qui prennent des short notice, sont des personnes qui sont préparées à l'idée du short notice pour souvent. La plupart du temps, c'est devenu une stratégie. Dans les salles, il y a des athlètes qui sont des couteaux suisses, qui sont prêts à la catégorie du dessous et en catégorie d'en dessous, qu'on prépare tout le temps. Il y a des personnes comme ça qui sont prêtes toute l'année. C'est le cas d'un mec comme Damien Lapillus au MMA Factory. C'est un vrai couteau suisse. Damien, il peut combattre à 66 kg, 70 kg, 77 kg. Il peut combattre à tout moment de l'année. Il est hyper fréquentant de la salle. Ça lui a valu d'ailleurs quelques défaites qui n'auraient pas dû être concédées. Mais en général, ces personnes-là, contrairement à ce qu'on pense, elles sont prêtes. Damien, attention, si tu le prends en short notice et que tu penses que le mec, il n'est pas préparé, tu te trompes beaucoup. Damien est très, très souvent préparé. Alors qu'à côté de ça, Taylor Lapillus, si tu le prends, je fais un parallèle, hein, exprès parce que c'est deux frères. Du coup, vous voyez que même avec des personnes de la même famille, il peut y avoir des dissociations dans la manière de fonctionner. Taylor, par exemple, ce n'est pas un mec de short notice. Il a besoin que tout soit planifié à l'avance, que tu sois préparé et tout. Et donc, s'il est en short notice, il est vraiment en short notice. Damien, il n'est pas en short notice. Il est toujours préparé. Il est tout le temps préparé. Donc, si tu veux, Cowboy, à mon avis, il est le moins préparé de la situation parce que son adversaire est en mode, quel que soit ce qu'on me donne, je suis prêt. Cowboy, il est en mode, je vais affronter un ancien, un vieux qui est un peu comme moi sur le déclin, je vais me refaire. Et d'un coup, on m'envoie un jeune qui a les dents longues, qui irait le parquet, qui a envie de tout arracher, qui se moque de tout et qui va mettre l'accélérateur dès le début. Donc, voilà ma vision des choses. Et puis, à côté de ça, comme je t'ai dit, il a toujours fonctionné comme ça. C'est pour ça que sa paye elle est super élevée, parce qu'il prend tout le monde, parce qu'il est capable de prendre des gens à la dernière minute et les battre. Et donc, du coup, il a dit à l'interview, il a dit, tu ne peux pas avoir le hashtag anyone, anywhere, et puis dire, pas cette fois-ci. C'est que où tu dis, je suis capable de prendre tout le monde tout le temps, ou tu ne le dis pas. Tu ne peux pas dire, bon, ben pas cette fois-ci, les gars. Oui, tout le monde, tout le temps, mais cette fois-ci, je dis non. Ça veut dire que tu sors de ton hashtag que tu as mis anyone, anywhere. C'est un peu sa manière de vivre. Et bon, voilà, malheureusement, la réalité, c'est que quoi qu'il fasse, il est plus facile pour lui d'exister et de combattre contre des actions des anciens comme Ferguson, parce que finalement, Ferguson, c'est un diesel aussi. C'est un mec qui est tellement ancien qu'il a besoin de poser le jeu. Rarement, les anciens viennent avec la rage et tout, tu vois. C'est un Overeem, c'est pas un mec qui te fonce dessus en début de combat. C'est pas le même du début. Donc, vers la fin, tu deviens un peu mature, un peu raisonnable, un peu calculé, alors que ces jeunes, ils n'en ont rien à cirer, quoi. Enfin, aucun respect. Enfin, tu te mets face à eux, bah, il va te marcher dessus, quoi. Tu as intérêt à être vraiment affûté, parce qu'il arrive, il va te marcher dessus. Et putain, il a essayé de faire de la désinformation en disant, j'espère qu'il voit cette interview, mon adversaire, ce qui va se passer, c'est qu'il pense qu'il va venir là me battre au premier round parce que je suis un diesel, mais cette fois-ci, je vais m'échauffer 2 rounds dans les vestiaires, je ferai le 3e round dans la cage. Il a essayé de se préparer comme il pouvait, mais ça sent la décadence, c'est tout. Bon bah voilà, malheureusement pour notre cher Cowboy Cerrone. Et de l'autre côté, bien évidemment, il y avait un main event à Dallas. Cowboy Stadium, plus de 70 000 spectateurs pour Canelo contre Billy Joe Saunders. Vous avez pu suivre le combat soit sur The Zone ou sur les réseaux sociaux de Fernand qui suivait en multiscreen l'UFC et puis la boxe anglaise, bien évidemment. Donc voilà, Canelo s'est imposé contre Billy Joe Saunders. Billy Joe Saunders qui a été arrêté par son corner. Alors, que penser finalement de cette décision? C'est vrai c'était assez intéressant parce qu'il y avait les fans de MMA qui étaient en mode, oh bah, seulement ça, il arrête ce combat-là. Les autres qui comprenaient cette décision, alors que c'est vrai que bon, au regard de ce qu'il a eu après, je crois que c'est le dimanche, il a été opéré, multifracture à l'orbite, je crois aussi à un autre endroit. Enfin bref, il fallait qu'il se fasse opérer. C'est ça, grosse expertise de la part de ses coachs qui, on le voyait,
quand il y a une fracture, quand il y a un soupçon de fracture, la première chose qu'on va regarder, c'est la dissymétrie. En gros, on regarde la tempe gauche et on la compare à la tempe droite. On voit s'il y a un décalage, s'il y a quelque chose qui est enfoncé ou pas enfoncé. Et on a constaté qu'il y avait la tempe là qui était un peu molle, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et ils ont décidé d'arrêter. Ils ont raison parce que là, de ce côté, passe beaucoup de nerfs qui peuvent tout de suite abîmer. Si jamais il y a une fracture, la fracture pourrait aller céder, enfin, sectionner un nerf ou sectionner autre chose et l'aveugler pour toujours. Je l'ai déjà eu, j'ai eu un athlète qui l'a eu. C'était Diego. Diego, c'est un, je ne sais pas si les gars s'en souviennent, c'était un excellent lutteur qui a fait les Jeux Olympiques pour l'équipe du Brésil, qui est arrivé en France et qui est aujourd'hui l'entraîneur, le head coach de l'US Metro. Ok. Et donc, c'est le mari d'une amie, Audrey Pruteau, qui a été une grande figure de la lutte en France, la lutte libre. Et donc, il était avec moi à l'époque, il s'entraînait avec moi et il a eu une fracture du plancher orbital. Et quand on est arrivé, pareil à l'hôpital, il sentait qu'il y a un truc qui n'allait pas. On pensait qu'il avait juste mal au nez, mais il y a un truc qui n'allait pas. Là, il disait qu'il voit un peu flou. Je lui ai dit, on va tout de suite aux urgences. On y allait, on l'a mis directement au bloc opératoire dans la foulée, en nous expliquant que ça peut être très risqué, ça peut être dangereux pour la suite. Donc, c'est une très bonne décision d'arrêter tout de suite ce combat-là. Voilà. Et que penser de Canelo Alvarez finalement? Il est bon, il est très bon. C'est le côte, on peut dire ce qu'on veut. Le combat m'a rappelé beaucoup le combat de Conor contre Eddie Alvarez? Mayweather. Ah, Mayweather. Non, Mayweather. Ah, contre Mayweather. Oui, dans le sens où, en général, celui qui va gagner dans la longueur, c'est celui qui est censé être le moins puissant et le moins endurant. En général. Et finalement, Canelo, qui a commencé à faire la claire différence avec le temps, n'est pas celui qui était le moins puissant. C'est-à-dire qu'on a son adversaire qui est Sanders, il est beaucoup plus grand. Il paraît qu'il cut un peu plus. Il est, malgré ça, dans la longueur, plus le temps passait, lui qui n'est pas un knockout power, a quand même commencé à perdre le terrain. Il a quand même commencé à faire des erreurs, alors qu'au début, il a mis en difficulté Canelo sur certains points. Donc, oui, ça me rappelait un peu ça dans le sens où on peut considérer que Mayweather frappe plus fort que Conor en boxe. Cependant, c'est dans la durée qu'il a allé battre Conor avec le temps. Donc, c'est pour ça que je compare ces deux matchs en fait en disant, bon voilà, 8e round, on sait qu'il y a quelque chose. Les experts de la boxe, tous ceux qui connaissent vraiment la boxe, qui disaient, attention, vous pensez que Canelo va lui marcher dessus, attention, c'est pas simple. Ils avaient raison. Ils avaient raison, ça a été un match assez soutenu. Mais Canelo, c'est trop en avance. C'est autre chose. Il est très difficile de lier autant de puissance avec autant de technique, autant de vistas. C'est rare d'avoir cette combinaison de tous ces trucs à la fois. C'est difficile de toujours de disputer encore l'idée que ce mec-là soit un tueur. Ah oui, non, mais là c'est une machine. Même, c'est complètement fou parce qu'à chaque combat, on a l'impression qu'il repousse quand même un petit peu plus les limites. Donc, C'est ça. en tout cas, la suite s'annonce radieuse pour lui. On va poursuivre avec les actualités du moment, mon cher Fernand. Avec, oui, on n'en avait pas trop parlé la semaine dernière. C'est Diego Sanchez, donc la partie de l'UFC. Et son coach Joshua Fabia, je pense que tu as vu la vidéo, la fameuse vidéo sur Twitter où Diego Sanchez qui est pendu la tête à l'envers, Joshua Fabia qui s'entraîne avec lui comme un punching ball. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne sais pas si tu as un avis sur la question, mais on a l'air vraiment de vivre dans un autre monde et de se dire, enfin, où est-ce que ça va s'arrêter tout simplement? Bon, c'est pas grand-chose. Il y a des cas comme ça, il y en a pas mal. Hein. Il y a beaucoup de fous furieux finalement. Enfin bon, on s'en rend pas compte. Mais il y a pas mal de fous furieux. Non, c'est un mec à part. C'est ça qui l'a rendu aussi bon. Il était bon, il a duré. Enfin bon, il n'a jamais été un très bon technicien. Il n'a jamais été un très bon
euh, un combattant très intelligent. Il n'a jamais, mais dans la durée, c'était un combattant. C'était un guerrier. C'est tout ce qu'on peut dire, un vrai guerrier. Et donc, c'est cette folie-là qui le rendait aussi intéressant. Mais là, avec le déclin, la folie commence à déborder un peu. Enfin, ça va de l'autre côté. C'est-à-dire que Ouais. quand un fou rencontre un fou, c'est compliqué. Et le truc, c'est que la particularité des fous, c'est qu'ils voient le reste du monde fou. C'est-à-dire que dans une réalité parallèle, Diego Sanchez, s'il nous écoute, il doit nous prendre pour des fous. Et donc, bon, voilà. Il vit un moment triste. Moi, je ne sais pas ce qui se passe en dessous. Je pense que c'est très frustrant pour lui. Il dit des choses qui sont assez poignantes. Quand il dit à l'UFC combien de fois je vous ai sauvé des cartes, combien de fois je vous ai aidé, vous ne pouvez même pas, Dana White, tu ne peux pas me rencontrer une fois, j'ai juste besoin qu'on se parle. Je te demande juste qu'on se rencontre, qu'on se parle, tu ne peux même pas me parler. Combien de fois, depuis le teuf et tout, j'ai été toujours là, j'ai pris des combats à la dernière minute, je vous ai sauvé des cartes, j'ai fait ceci. On peut quand même discuter, non? Ça me touche, c'est très poignant, c'est très, voilà. Maintenant, la vidéo, moi, je pense que tu aurais dû appeler Joshua Fabio et lui demander qu'est-ce que vous faites. Pourquoi les journalistes ne lui posent pas la question? Pourquoi on voit un mec qui est suspendu à l'envers et son coach est en train de boxer son crâne et il n'y a personne qui lui fait une interview pour dire au fait, c'était quoi l'exercice, ça sert à quoi, vous préparez quoi, vous vous entraînez à quoi? Pourquoi on ne le fait Mais pas? il Pourquoi l'avait tu ne le déjà fais pas? expliqué. Mais il avait déjà expliqué comme quand il coursait les mecs avec ses couteaux. C'était justement Emile qui a raconté ça. C'était pour les préparer finalement à être en conditions réelles et finalement être tout le temps prêt. Mais bon, il y a différentes manières de faire ça, on va dire. Non, tout le temps prêt à quoi? Puisque le combat dans l'octogone, il n'y a jamais de couteau. Donc, si tu veux que les gens soient prêts, tu veux qu'ils soient C'est prêts à quoi? parce qu'Emile À la Michaeli, réalité. c'était être un peu en alerte, tu vois. En alerte par rapport dans Et une donc, du situation coup, de vrai du danger, coup, on va dire. ma question, c'est celle-ci. Au lieu d'avoir quelqu'un comme moi qui ne sait à rien sur le plateau là en train de parler avec toi, qu'est-ce que ça te coûte d'appeler son coach à lui? Tu Je l'interviews en Fabien. face. Mais sérieusement, Oui. Mais donne-lui parce le que temps de l'interroger et d'avoir des contre-interrogations. Ce que je veux dire, c'est que le mec, il dit, je veux le préparer. Toi, tu es journaliste, tu lui dis derrière, tu le prépares à quoi exactement? Il te répond, bah, au combat de MMA. Tu lui dis, mais à quel moment il y a le couteau dans... Ok, quand tu pends ton mec à l'envers et que tu boxes sur sa tête, tu prépares à quoi exactement? À quel moment dans la logique interne du MMA, il y a un mec pendu à l'envers qui se fait boxer par son adversaire? Mais ça, c'est intéressant d'avoir ces mecs-là et de discuter avec eux. ça va être un voyage dans le bizarre. Je crois Mais que je suis pas prêt à voyageons! prendre mon ticket pour ce voyage-là. C'est dommage. Moi, je paye mon ticket pour l'écouter à ces mecs-là. Parce Allez, que bah allez, on va il n'y a tenter rien alors. de pire, il y a rien de pire dans la vie que quand on pense que la vérité absolue n'est que chez un autre mec. Si on pense que la vérité absolue, elle est chez Fernand Lopez, on se gourre. Si on pense que la vérité absolue, elle est chez Guillaume, on se gourre. C'est bien d'être ici et de l'autre traité de fou, mais moi, j'aime bien donner la possibilité aux gens d'expliquer leur méthode, de dire, ça t'amène à quoi? Tu te bases sur quelle étude scientifique? Tu te bases sur, OK, tes sensations, ça a marché sur qui et pourquoi tu l'appliques sur un mec de haut niveau? Pourquoi on ne pousse pas une interview, un truc bien d'une heure 30 avec ce mec-là? Moi, je suis sûr que là, nos auditeurs qui nous écoutent, ils prendraient un ticket pour ça. Après, je sais pas si tu as écouté ces interviews. En fait, c'est pour ça aussi que je suis un peu. Je sais pas trop me positionner avec lui. C'est que donc récemment, il avait participé au podcast de The Schmo avec Eleni. Et justement, il a dit qu'en Nouvelle-Zélande, il était le tout premier à avoir fait partie d'une équipe de rugby, donc au kindergarten, donc à l'école, enfin, les jardins d'enfants en Nouvelle-Zélande. Tu connais la Nouvelle-Zélande, tu connais encore plus le rugby. Ça me paraît bizarre que Joshua Fabia soit le tout premier à avoir fait ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu d'être dans une situation où il va peut-être répondre des trucs un peu bizarres. Donc, ma question, c'est celle-ci. Le journalisme sportif, en tout cas le média sportif, n'est pas fait que pour des choses qui sont, pour notre sens, cohérentes. Mmh. Il faut aussi de l'incohérence, comme on le voit à la télévision, sur des interviews de dictateurs.
Et quand tu as ne mettons même pas dictateur, de président de la République. Et ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, on sait que Christine O'Krent, par exemple, elle s'est fait son nom parce qu'elle a bousculé des présidents sur des interviews. Parce qu'il te répond quelque chose qui ne te paraît pas cohérent et raisonnable et tu bouscules en disant, OK, mettons-nous d'accord. Tu es en train de me dire là que dans toute la Nouvelle-Zélande, avec ton jeune âge, tu as été le premier à jouer au rugby. C'est ce que tu me confirmes là. C'est intéressant d'avoir ça. Enfin, moi, je me dis, c'est intéressant d'avoir un Guillaume qui va bousculer l'autre et dire, moi, j'ai envie d'aller jusqu'au bout de la question. Pourquoi pas? Pourquoi on ne pourrait pas avoir un journalisme qui est aussi un journalisme d'enquête, de dire, moi, je suis allé, tu as déclaré en telle année que tu étais machin, moi, je suis allé regarder en Nouvelle-Zélande, j'ai posé la question, je connais un tel, j'ai vu un tel, et tu n'étais pas dedans. Tu peux me montrer une photo de ton histoire du jardin d'enfants où tu étais à l'équipe de rugby? Pourquoi pas? Moi, je pense que c'est possible. Viens, on prend un pari, on va voir, on va voir, tu vas voir que la réclame, on n'aura plus besoin de ça, quoi. Il y aura 10 000 personnes qui vont acheter le ticket parce que je pense que ça peut être intéressant. Moi perso, je lui cède ma place à l'aise et je me mets à côté et je l'écoute parler. Enfin, je l'écoute religieusement et je vais peut-être apprendre des choses ou alors je vais aller au fond de mon idée et me dire, OK, il est cliniquement fou. Il est vraiment fou. Ah oui, voilà. Ok. Et ben voilà, le rendez-vous est pris. On va faire ce qu'il faut pour avoir cette interview avec Joshua Fabia. Si ça ne vous plaît pas, c'est la faute de Fernand Lopez. Voilà. Alors, on va poursuivre avec la preview de l'UFC 262. Donc ce week-end, l'UFC arrive à Houston, amputé certes du combat de Nick Diaz, également Edmen Shahbazyan qui n'affrontera pas Jack Hermansson lors de ce combat-là, qui a été repoussé à une date ultérieure, mais il y a quand même deux gros combats sur la carte. On va commencer crescendo, on va y aller crescendo, pardon. Dariush contre Tony Ferguson. Selon toute vraisemblance, c'est un peu le combat de la dernière chance pour El Koukoui. Fernand, comment vois-tu ce combat qui a l'air d'être, je ne vais pas dire que c'est un traquenard pour Tony Ferguson, mais j'ai peur, j'ai vraiment peur. Ouais, je te jure, j'ai pris pour qu'il gagne Ferguson. Parce que ça me ferait plaisir qu'il gagne, parce qu'il donne plus de spectacles que Dariush. J'espère vraiment qu'il a eu une mauvaise passe et que c'est passé et qu'il a redressé le guidon et qu'il va... Mais non, je ne pense pas qu'il va le faire. Parce qu'il n'a pas assez de temps. Ferguson a besoin du temps pour pouvoir déborder ses gars. Je ne comprends pas que son management ait pris 3 rounds. Quand tu vois que le management de Nick Diaz négocie pour 5 rounds, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas négocié pour lui 5 rounds. Parce qu'avec 5 rounds, il y aurait eu une chance pour que sur le championship round, le 4e round, qu'il puisse se refaire. Mais non, je ne vois pas comment il va s'en sortir. Dariush est chaud. Il est chaud. Même son sol est chaud. C'est compliqué, je ne sais pas comment il va s'en sortir, mais je te jure, j'espère vraiment qu'il va gagner. Dans le sens où je n'ai pas envie de le voir sortir tout de suite. L'UFC dégage des gens tout de suite. En ce moment, l'UFC dégage beaucoup de monde dès que tu es bien payé et que tu n'as plus les résultats escomptés. D'ailleurs, je pense que c'est normal. Je pense que si on a envie de savoir à quel moment il faut prendre la retraite, c'est là qu'il faut prendre la retraite. Il y a 2 éléments. Le fait que tu sois âgé, mais surtout le fait que tu commences à perdre plusieurs fois. C'est-à-dire que si tu es âgé comme Randy Couture, qui continue à battre des jeunes, il avait 42 piges, mais il battait des jeunes de 30 ans, pas de souci. Mais dès que tu commences à perdre 1 ou 2 fois, et surtout si les pertes en question sont des pertes via KO, donc avec des possibilités de commotion cérébrale, c'est le moment d'arrêter. C'est aussi simple que ça. Donc, pour reparler de Cerrone, hein, c'est peut-être le moment d'arrêter s'il repère encore. C'est pour ça que je comprends que Dana White lui dise, OK, c'est ta dernière chance. Si tu perds encore, ça n'a plus d'intérêt. Donc, dans le cas de El Koukoui, ce serait bien qu'il gagne. Parce que s'il ne gagne pas, on aura du mal à le défendre. S'il ne gagne pas, on aura du mal à... Parce que s'il gagne, on peut raconter une narration, on peut repartir sur un truc de ouf. On peut ressortir Khabib.
pas ressortir Khabib en lui-même. On peut faire une réincarnation de Khabib par Islam Makhachev. Complètement. Dans le sens où, bon, El Koukou a gagné, et donc, du coup, on va le mettre comme ça, comme Makhachev demande depuis longtemps qu'on le mette dans le top 10, il y a moyen qu'il rentre, qu'il aille affronter Tony Ferguson, et si Tony Ferguson gagne encore, on peut dire, bah voilà, je n'ai peut-être pas battu Khabib, mais j'ai battu le Khabib 2.0. Enfin, il y a une narration à faire dessus, mais ça me fait chier, en fait, qu'il perde tout de suite. Exactement, surtout qu'en plus. Et je suis quasiment sûr qu'il va perdre. Ouais. Bon, bah voilà. Malheureusement pour Tony Ferguson et le main event. Donc là, cette catégorie lightweight, pour la première fois depuis 3 ans, il y aura un nouveau champion, Charles Oliveira ou Michael Chandler. Bah alors. Je n'aime pas ce main event, je ne l'aime pas. Ok. Au niveau attrait pour les fans? Non, pas ça. C'est-à-dire qu'en gros, si Charles Oliveira gagne, il sera contesté, il sera considéré comme un incontesté champion. On va le considérer comme un champion. Ouais. Il est là depuis à l'UFC, il a battu un certain nombre de mecs. Attention, Chandler a battu des vrais mecs. Hein. Au Bellator, il a croisé des vrais mecs. Ce n'est pas la question. Hooker, ce n'est pas n'importe qui. Mais ce que j'essaie juste de dire, c'est que arriver, faire un seul combat, devenir champion d'une organisation, on ne va pas tout de suite le conseiller comme un tueur. Sauf qu'il y a de fortes chances qu'il gagne. C'est-à-dire que, don't get me wrong, je considère que Chandler Charles Oliveira a une meilleure boxe. Charles Oliveira a un meilleur sol. Charles Oliveira a une lutte techniquement meilleure, plus complète que celle de son adversaire. Chandler. Cependant, la question est celle-ci. Sur le premier round, qui est prêt à parier que Chandler ne va pas toucher Charles Oliveira au menton? À la tête, même pas au menton. C'est-à-dire que si vous devez parier sous la question, c'est celle-ci. Est-ce que Charles Oliveira peut passer le premier round sans se faire toucher à la tête, à la tempe, à l'oreille, à la nuque, près de la nuque, au menton, quelque part? Est-ce que ça, c'est possible? Si la réponse, c'est non, alors on est en danger. Parce que dans cette catégorie, s'il y a un mec qui tape fort, c'est ce mec-là. Il tape vraiment fort. Et là, il a quelque chose qui est bien, c'est qu'il sait stopper la lutte. Il a une bonne lutte. Il sait stopper la lutte et il a appris à taper au corps. Il travaille au corps. Et à force qu'on travaille au corps, tu t'exposes à la tête. Je pense que sur le premier round, Charles Oliveira va prendre au moins 2-3 shots à la tête. Et s'il connecte, je pense qu'on ne voit pas la suite, on ne voit pas le deuxième round. Ah ouais. C'est ça qui me fait chier. C'est que celui que je vois être le futur, qui est archi-technique, qui est bon, qui est prêt, qui est frais, c'est finalement Charles Oliveira. Mais ce sport, il n'est pas aussi simple que ça. Tu peux être meilleur black belt, tu peux être meilleur machin, tu peux être world rounder, tu peux être complet comme tu veux. Mais si on peut t'éteindre avec un seul crochet, bah écoute, c'est fini, c'est fin du game, quoi. Ça veut dire qu'on est parti pour un règne pendant quelques temps d'un mec qui vient du Bellator, qui n'a pas encore une vraie identité de l'UFC. Et c'est un peu chiant. Mais bon, mais comme ça pour Charles Oliveira qui va sûrement regarder le podcast, comment peut-il survivre au premier round? Tu peux peut-être lui donner quelques conseils indirectement. C'est de beaucoup utiliser ses kicks. Je le verrais plus utiliser les front kicks. Et je le verrais boxer, mais avec chaque fois possibilité d'embrasser. C'est-à-dire que comme il a la longe, il aura tendance à allonger les bras et rester loin. Mais sauf que quand tu es loin, tu t'exposes aux explosions en crochet large de Chandler. De Chandler. Je ne sais pas pourquoi ce nom. Tu vois, c'est ça le truc en fait. C'est que
c'est pas encore. Chandler, ça me bloque, tu vois. C'est que Charles Oliveira, ça me fait au UFC. Chandler, ça me bloque encore. Je le garde dans la case Bellator. Mais quoi qu'il en soit, ce que je vais dire, c'est que la stratégie devrait être de le faire lutter au début, de boxer de loin ou de très près. De loin avec des longs segments, de toucher avec des front kicks, de jouer ce jeu-là et ensuite de le coller. Il limite le tirer dans la garde et l'amener au sol. Limite. C'est-à-dire que si on ne peut pas l'amener au sol, on le tire dans la garde, on se met à essayer de le supprimer, le renverser pour aller prendre. Voilà, j'aurais fait une stratégie comme ça sur le premier round. Ensuite, quand le premier round est passé, qu'on a dissipé la patate qu'il peut avoir au premier round, on se met à échanger avec lui in the pocket. Là, on peut se poser et échanger, sortir les coups de coude, les genoux et tout l'arsenal possible, ou on peut jouer à armes égales parce qu'il est un peu fatigué et on commence à jouer à armes égales. C'est ce que j'aurais fait, moi. Bon, Mais ben bon, voilà. voilà. Oui. Je suis pas le coach de Charles et je pense qu'il aura des meilleurs conseils que moi. Je pense qu'il va. Voilà. Bah, espérons, en tout cas, croisons les doigts. Et selon toute vraisemblance, le vainqueur affrontera ensuite le vainqueur du combat entre Dustin Poirier et Conor McGregor. Bien. Donc la grosse question de la semaine, mon cher Fernand, c'est finalement quand arrêter? Quand arrêter aussi bien en combat qu'au niveau de sa carrière? Là, aujourd'hui, la question se pose avec quelqu'un comme Diego Sanchez, comme Donald Cerrone, comme on en a parlé. Par exemple, Diego Sanchez, tu vois, là, le Bellator a dit qu'il n'était pas intéressé. Toi, avec ta casquette, justement, là, de promoteur avec Ares Fighting, Diego Sanchez qui arrive, qui fait bonjour Fernand Lopez, j'aimerais combattre dans votre organisation. Est-ce que toi, quelqu'un comme Diego Sanchez, ça t'intéresse ou justement tu vas dire non, non plus? Je vais donner deux réponses. Parce que ma ligne, c'est celle-ci. J'aime être authentique et dire la vérité de ce que je pense. Sincèrement. Sincèrement, pour Ares, ce serait un jackpot. Parce que chez nous, Ares, on n'est encore personne. Ares, ce n'est pas le Bellator. Ares, ce n'est pas PFL. On a encore besoin de lumière pour confirmer ce qu'on a fait à Dakar, pour confirmer ce qu'on est capable de faire. Donc, avoir un mec comme Diego Sanchez, même s'il ne combat pas, juste en termes de combattant, sur la Fight Week, qui va faire des interviews et tout, c'est très bien pour notre business. Donc, s'il me pose la question, s'il peut venir, si je veux clairement être honnête et être égoïste, je dirais oui. Maintenant, si je sors de cette posture et que je suis à l'extérieur, je me mets à la place du Bellator, ils ont raison. L'image aujourd'hui que Diego Sanchez apporte n'est pas intéressante pour le Bellator. Le Bellator a trop une longueur d'avance par rapport à Ares. Donc, c'est ça la différence, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que sur la posture, si j'étais le Bellator, si j'étais une grosse organisation comme PFL, je ne prendrais pas Diego Sanchez, je ne le prendrais pas. Si je suis à Ares et que et d'ailleurs, tu me donnes peut-être une idée. Je n'y ai pas pensé, mais tu me donnes peut-être une idée, mais voilà quoi, je lui mettrai quelqu'un qui ne va pas l'abîmer, mais je pourrais l'avoir parce que aujourd'hui, le digital a battu même la télévision. Et que de toi à moi, l'audience de la télévision ne paye plus comparé au digital. Et en termes de digital, Diego Sanchez pour Ares, ça va forcément faire du bruit et on a besoin pour lancer la promotion du bruit. Donc voilà très honnêtement ce que j'aurais fait. Mais globalement, par exemple, là, tu parlais de une fois que les combattants ont eu quelques défaites, un certain âge, surtout les commotions, peut-être qu'il faut arrêter. Si là, par contre, tu vois, tu es du côté, tu n'es pas son manager, mais le manager de Diego Sanchez, est-ce que là, tu te dis, faut arrêter à ce moment-là? Ou au contraire, ça vaut le coup justement de poursuivre sa carrière, globalement? Non, il faut arrêter. J'ai arrêté. J'ai demandé à des athlètes à moi, à des amis à moi d'arrêter un peu plus tôt que ça, avant qu'il n'ait le stade de Diego. Parce que toi, c'est quoi? C'est le sportif, l'argent? Est-ce qu'il y a des choses en particulier où tu te dis, est-ce qu'on va, je dis n'importe quoi, mais on va chercher une dernière centaine de milliers d'euros ou quelque chose comme ça ou... Non, tout ce qu'on va chercher quand on est vers la fin, c'est une dernière victoire. D'accord.
Ça me fait chier de laisser un athlète sortir sur une défaite. J'aime bien qu'un athlète, comme il a dit, Cowboy Serrand, non, je ne peux pas sortir comme ça. Je ne peux pas sortir sur une série de 5 défaites. Je ne peux pas. J'ai besoin d'une victoire. Ensuite, je vais peut-être prendre la retraite, mais là, non. Je comprends absolument ce qu'il veut dire. Et je suis content d'avoir arrêté ma petite carrière sur une victoire. Et je pense que tout le monde a envie de faire pareil. Et je sais que peu importe l'argent que ça rapporte, il y a un certain, voilà quoi, il y a une image à protéger de soi et puis il y a la santé, sérieusement la santé à protéger à un moment donné. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut s'intéresser au double projet. C'est pour ça que au MMA Factory, ce qu'on essaye de faire vraiment, c'est le double projet. À chaque fois qu'on manage un gars, on lui propose quelque chose qui pourrait devenir son métier. On le met sur des formations comme FMC, on le met sur l'apprentissage à être coach, on le met sur la formation pour être agent, on le met sur le profil d'entraîneur, mais on donne quelque chose à quelqu'un pour qu'il puisse avoir autre chose. Aujourd'hui, Christian Pumbou-Tonton, qu'on connaît, est l'une des personnes qui rapportait beaucoup au Management Factory dans le sens où ses derniers combats à RCC, il touchait vraiment des bons sous. Il combattait pour des bons sous. Et pourtant, ça n'a pas empêché que j'ai une discussion avec lui où je lui donne mon avis en disant, frère, j'aimerais que tu arrêtes. Viens, on fait autre chose. Viens, tu es un excellent coach, tu as une très bonne pédagogie, tu es meilleur coach que moi, tu es meilleur, machin. Viens, on s'arrête, tu te poses et tu enseignes parce que tu es bon en ça. Et puis, bah, il n'a pas voulu arrêter parce qu'il aime encore combattre. Mais cependant, il m'a écouté à préparer quelque chose d'autre. Donc, il s'est mis à la formation. Le MMA Factory a payé des formations pour pouvoir être coach et tout, pour améliorer son niveau de coaching sur le côté des connaissances scientifiques et tout ça. Et aujourd'hui, il s'épanouit complètement dans l'écosystème du MMA avec un métier qu'il aime, de pouvoir faire du coaching privé, de pouvoir accompagner des grands compétiteurs en compétition. C'est grâce à lui aussi qu'on a des victoires avec des athlètes comme Risten Zouak. C'est grâce à lui qu'on a des victoires avec des mecs comme Mehdi Ben Lagda. Voilà. Donc, Sami Faidine, c'est grâce à Christian Pumbou. Donc, au bout d'un moment, si on propose du double projet à quelqu'un, il y a moyen qu'il soit épanoui quelque part. Et c'est la santé en premier. Il faut vraiment faire attention à ça. Et tant que quelqu'un gagne, par contre, là, aucune raison de s'arrêter. Par exemple, même s'il reste sur une défaite, Alistair Overeem, tu vois. Il a perdu contre quelqu'un qui est numéro 5 mondial. Bon. Non, Alistair, il gagne encore. Il gagne encore. Et il gagne chez des tueurs. Il gagne, enfin, on est dans l'élite de l'élite de l'élite, quoi. Enfin, c'est pas un mec qui est en train de perdre contre les mecs du top 30. Il perd contre les mecs du top 3. Donc, si tu veux, Alistair, pour moi, si ses IRM prouvent qu'il n'a pas de problème au niveau du cerveau, si ses angioscanners prouvent qu'il n'a pas de problème de vascularisation au niveau du cerveau, si ses examens de vue prouvent qu'il n'a pas de problème de la rétine ou de quoi que ce soit, de fond d'œil, non, je ne vois pas de contre-indication à ce qui continue à combattre. Et ensuite, s'il perd et qu'il continue à perdre et surtout qu'il prend des risques de commotion cérébrale, effectivement, il faut stopper. C'est ça le truc, c'est que moi, c'est... Alors, je parle en tant que manager-entraîneur, mais cependant, c'est le côté affectif aussi qui me touche souvent à prendre des décisions. C'est-à-dire que c'est le côté... moi, j'ai été traumatisé. C'est que si vous passez aujourd'hui au MMA Factory et vous voyez Tonton faire du sparring, c'est une machine de guerre. Christian Pumbou, là, actuellement, vous le voyez tourner, ben, c'est simple. On a un jeune qui vient du Daghestan qui a atterri il y a quelques jours, là. Un tueur à gage. Il est à 93 kilos, il est champion sur les organisations essais et tout ça, sur plusieurs petites organisations. Là-bas, il a 9-0. Il a été signé par l'UFC au Contender Series. Il va combattre bientôt pour le Contender Series. Je viens de faire une erreur, je viens d'annoncer quelque chose qui n'était pas encore officiel. Mais bon, c'est pas grave, ça va pas. J'espère que les journalistes anglophones ne vont pas capter ce que j'ai dit et qu'ils ne le relaieront pas. Oui, il n'y aura pas d'article, rien du tout, pas de souci.
Pas de souci, pas de souci. Bon, quoi qu'il en soit, Nasruddin, c'est un tueur, 93 kilos. Et tu donnes le Et nom hier, maintenant, prénom, il n'y a pas de souci. ouais, il a fait son entraînement hier avec Tonton. C'est un tueur qui a mis en difficulté beaucoup de personnes, mais Tonton l'a mis mal à l'aise hier. Et pourtant, comme je t'ai dit encore, ça veut dire que Tonton serait éligible pour aller combattre, pour aller au Contender Series, pour aller combattre pour une ceinture à, à l'essayer, pour aller au Bellator, pour repartir au Bellator, puisqu'il était champion du Bellator. Et oui. Cependant, moi, j'ai été traumatisé. C'est pour ça qu'il a fait que parle dessus. J'ai été sur 2 compétitions où il a fait des petites erreurs, juste une petite erreur de gentil, de ne pas avoir l'œil ouvert, machin. Il s'est pris 2 KO. Même si c'était séparé par une victoire au milieu, j'ai été traumatisé. Et donc, tout de suite, je n'ai plus envie de voir ça. Parce qu'on est très proche, parce qu'on se connaît. Depuis, j'ai fait mes débuts de MMA avec Tonton. On a même failli, pour te dire, pour la petite histoire, on a failli s'affronter. C'est-à-dire qu'après mon premier combat au 100%, à l'extrême gladiateur à l'époque, Tonton avait fait son premier combat sur la même carte que moi. Et donc, du coup, après ça, Stéphane Choufoyer avait prévu un combat entre Tonton et moi. Et ensuite, Tonton avait été indisponible, on n'a pas pu faire le match et ensuite, on est devenu amis par le biais de ABS, Achille et tout ça, et on est devenus des partenaires d'entraînement. Il m'aurait certainement battu. Hein. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Tonton, aujourd'hui, est encore capable de combattre, mais l'affect que j'ai pour lui ne me permet pas de pouvoir je n'aimerais pas être à ses côtés. Par exemple, le cas de Jérôme Le Banner. Jérôme Le Banner, c'est une force de la nature. Quand on l'a aux entraînements, il déboulonne tout le monde, il fait des trucs incroyables, il fait des takedowns. D'ailleurs, je l'engueule parce que je veux qu'il reste sur la stratégie, mais il aime démontrer qu'il sait tout faire, il fait des soumissions, il fait des machins, mais voilà, ce n'est pas un secret. Quand je discute avec lui et qu'il me dit j'ai un combat tel jour, j'ai des vraies discussions avec lui où je lui demande, Jérôme, je ne veux pas. C'est-à-dire que je suis ton frère. Si tu me demandes d'aller à la guerre avec toi, si tu insistes, si tu me cries dessus et tu vas me bouder, je vais te suivre. Mais Jérôme, je ne veux pas que tu combattes. Quand j'étais quand je consultais la carte de Ares, le premier Ares, à un moment donné, j'ai mis Jérôme sur la carte. Mais après réflexion, le côté affect a pris le dessus. Je me dis, c'est exactement ce que je comprends complètement Dana White quand il a dit à la fin du combat d'Anderson Silva, je n'aurais pas dû lui donner la chance de combattre. Parce qu'il a écouté Anderson Silva, il lui a donné un dernier combat, mais il a regretté à la fin parce qu'il dit la belle image que j'avais d'Anderson Silva en train de se détruire. C'est ce que je ressens pour Jérôme Le Banner. C'est-à-dire que pour la petite histoire, Jérôme Le Banner, moi j'étais au lycée et quand j'avais une bonne note à l'école, j'avais le droit de demander à mon papa de m'offrir un karaté Bushido. Moi, je parle du lycée au bled, quoi. Je parle du lycée. Ça veut dire que le karaté Bushido, là, il coûte une certaine somme en CFA. Et donc, en CFA, mon cadeau, c'était que mon papa m'offrait un karaté Bushido. Et dans le karaté Bushido, j'admirais Jérôme Le Banner qui faisait ce qui devenait la star en France à l'époque. Et donc, un jour, je reçois un texto de Jérôme Le Banner. C'est comme ça qu'a commencé notre amitié. Salut, Monsieur Lopez. J'ai reçu une proposition de combat je suis Jérôme Le Banner. J'ai reçu une proposition de combat au Japon et j'ai beaucoup regardé ce que vous faites. Je suis beaucoup ce que vous faites et les tutos que vous donnez d'enseignement. Ma femme et moi, on a pris une décision. Si vous m'accompagnez, je combats. Si vous ne m'accompagnez pas, je ne combats pas. Pour moi, c'était vraiment
bel honneur, un bel hommage d'imaginer. Bon, lui ne sait pas en fait que j'étais un grand fan de lui depuis le début et je deviens son entraîneur avec le temps. Donc, si tu veux, je l'accompagne au Japon au Rising. Il fait un combat, les gens n'imaginent pas le combat. Il a un mec expérimenté qui va passer une soumission assez rapidement au premier round, mais les gens n'imaginent pas ce qu'on avait préparé, tout ce qu'on avait fait. Tu vois, quand tu rentres d'un combat, tu es frustré et tu sais que le gars, il aurait pu gagner, il aurait choqué le monde parce qu'il avait une tonne de soumissions qu'on avait apprises, il avait beaucoup de... La stratégie, tout était parfait, mais ce jour-là, on n'a pas eu de succès. Et donc, tu le sens qu'il regrette. Je me rappelle dans les rues du Japon, quand on est en train de se balader et tout, et qui, dans la soirée, il est en mode regret, quoi. Il dit, ah, ça m'énerve. J'aurais voulu te faire plaisir. C'est pour toi que je faisais ça aussi. Je voulais vraiment que tu sois fier de moi tellement on s'est entraîné dur pendant 3 mois pour ça. Et ce côté de l'amertume le pousse à vouloir recombattre, à vouloir recombattre. Et je suis toujours dans une lutte permanente avec lui. Et Jérôme, je ne veux pas. Et bah, il me dit, je peux encore, je suis bien. Mais il y a ce truc-là où, au-delà de la protection de la santé, et pourtant, quand Jérôme gagne un combat, je gagne beaucoup d'argent. C'est Jérôme Le Bannin, il combat pour des vrais chèques, tu vois. Mais l'affection que j'ai pour lui, je ne peux pas le voir. Je visualise des choses mauvaises. Et si jamais ça m'arrive, je touche du bois contre lui, je m'en voudrais tellement que ce serait trop dur pour moi. Et donc, voilà un peu ce qui fait que pour moi, c'est facile de prendre la décision et de dire à Cerrone Cowboy, ne le fais plus, stop là. Mais pour les autres, ils ont certainement d'autres enjeux que je ne connais pas ici et donc je ne vais pas aller donner des leçons à des personnes que je ne connais pas, dont je ne connais pas les dessous et les dessous de table, les soucis qu'ils peuvent avoir et pourquoi ils ont besoin de combattre. Et donc là, on a parlé bien évidemment de la carrière, mais dans un combat. Quand est-ce que je ne sais pas si je vais peut-être me faire taper sur les doigts, bien évidemment, si tu as déjà été dans cette situation-là où ça a été à toi, en tant qu'entraîneur, d'arrêter le combat et de prendre la décision d'arrêter un combat. Là, ça a fait bien évidemment le tour de la planète avec Billy Joe Saunders, mais on se souvient, c'était en février 2020. Le coach de Deontay Wilder a arrêté le combat. Il s'est depuis fait virer carrément par Deontay Wilder. Donc c'est vrai que c'est une décision compliquée à prendre. Toi, qu'est-ce qui peut te faire arrêter un combat de l'un de tes élèves? J'arrête le combat quand je sens qu'il n'y aura pas de suite, d'amélioration. Ce que je vais dire, c'est que dans le cadre de Billy Joe Saunders, il n'y aurait pas eu la magie. C'est-à-dire qu'on peut dire, sans risque de se tromper, qu'il n'y aurait pas eu de renversement des situations. C'est clair. Ça m'est arrivé une seule fois dans ma carrière. D'ailleurs, c'était Taha Abdi, qui est maintenant sociétaire d'Obi Fight. Ouais. Et Taha combattait contre Karim Mamar. Je me souviens de ça parce que ça m'a beaucoup marqué. Moi, j'ai affronté Karim Mamar quelques mois avant. OK. Et Taha était mon élève. Donc, j'affronte Karim Mamar, 84 kilos, en Belgique. Ça se passe très bien pour moi. Je le bats par KO au premier round, genre en 30 secondes. Et quelques mois après ça, Taha va l'affronter à Paris au 100% Fight. Je n'étais pas déjà chaud pour le combat parce que je sentais, enfin, il est expérimenté quand même, maman. Il avait de la bouteille, même plus d'expérience que moi. Et Taha a une belle boxe, il est rapide des bras, il a une belle vitesse, d'où son surnom Fast Hand. Et il commence bien le combat. Mais avec l'expérience, quand même, maman se met à remonter la pente. Et Taha prend des coups et il ne se défend pas intelligemment. Et je pense qu'on a passé 1 ou 2 rounds, je ne me rappelle plus exactement. Mais toujours est-il que dans ma tête, j'ai fait un calcul simple. Est-ce que Taha Abdi peut remonter ce combat et gagner ce combat? Vu son état de fatigue, vu le manque de fight IQ vis-à-vis du fight IQ de Karim Mamar, je ne voyais pas ça possible. J'ai jeté l'éponge. Et donc, voilà, ma décision, elle s'est faite juste sur est-ce qu'on peut renverser la situation? Si on ne peut pas renverser la situation, pourquoi prendre des dommages corporels? C'est-à-dire que si j'ai encore une chance de pouvoir renverser la situation, OK, essayons. Je vais aller dans cette stratégie en disant, OK, tu sais quoi, tu vas plus boxer, le prochain round, tu vas aller, tu vas le prendre en clé de talon, tu vas lui faire ci, ça. Non.
Dans le domaine où il est le plus fort, où il est meilleur, il se fait déborder par son adversaire qui est plus costaud, plus intelligent, plus expérimenté. À quel moment il va renverser la vapeur? Je ne vois pas. Alors, il ne reste plus qu'une solution. Je me mouille. Effectivement, ça peut me coûter mon poste d'entraîneur. Mais au moins, j'aurais assumé. Je fais mes calculs en mon âme et conscience et j'assume. Eh ben, eh ben. Et après, justement, est-ce que c'est quelque chose pour lequel tu vas prévenir justement tes athlètes de dire si je sens que c'est mort, je peux justement prendre cette Non, je m'en décision-là? moque. Je ne le demande même pas. D'accord. Que Ah oui, je m'en d'accord. moque. Que, en gros, ce débat qu'il y a eu en mode ouais, est-ce qu'on doit déjà discuter avec l'athlète et lui demander si on doit arrêter, machin? Non. Dans la vie, il y a des arbitrages à faire. Moi, je me méfie beaucoup des gens qui sont des équilibristes, des Suisses, qui sont toujours au milieu de deux eaux et qui disent non, je ne sais pas quoi, je n'ai pas envie de vexer tel, je vais ménager la chèvre et le chou. Moi, non, je suis pas, j'assume. Je suis quelqu'un de clivant. Je choisis mes postures, j'assume. Et donc, ma posture, c'est celle-ci. La même que l'habit. L'habit te demande, protect yourself all the time. Protège-toi tout le temps. Il t'avertit 2 fois. Fight back. Tu ne réagis pas, il stoppe le combat. Je tombe sur un arbitre qui ne fait pas ça, qui ne protège pas le gars. Je vois que mon gars est en train de prendre une rouste et qu'il y a encore 3 rounds après. Et il n'y a pas de solution pour qu'il renverse la vapeur parce qu'il est handicapé, parce qu'il a un souci machin. Non. Il y a possibilité que le mec soit gravement en danger, mais qu'il ait la fierté et qu'il ne veuille pas dire « s'il te plaît, coach, arrête le combat ». Ça, c'est fort possible. Des mecs comme moi, il y en a aussi là dehors. Moi, je n'ai jamais envisagé d'arrêter un combat de ma vie. C'est que quand on m'a battu parce qu'on m'a endormi, parce qu'on m'a cassé un bras ou parce qu'on m'a... C'est simple, même en grappling, je n'avais pas cette... J'étais borné, j'étais stupide, je ne tapais pas. Tu fais ce que tu veux, tu vas m'arracher le bras, tu fais ce que tu veux, mais je ne m'apitoie pas sur mon sort. Il y a des personnes comme ça, et ces athlètes-là, j'ai besoin de protéger leur vie, même s'ils ne me le disent pas à haute voix. Et peut-être je vais me tromper, mais en tout cas, à mon âme et conscience, j'aurais sauvé quelque chose. Tu sais, il y a un film qui est très intéressant. $1 million, baby. Je l'ai regardé peut-être 3 fois ce film et j'ai pleuré. Parce que ce film nous rapporte la réalité. Il est très fort, Clint Eastwood, dans sa réalisation. Il y a dans sa salle de sport Morgan Freeman qui est un coach et qui a un œil qui est bon et qui ne voit plus. Et on ne comprend pas pourquoi il surprotège son athlète qui est une femme qui est, comment elle s'appelle, la Sud-Africaine, non? Oui. Comment elle s'appelle, l'actrice? Mais non, tu es une référence du cinéma, tu peux pas me faire ça. Mais je sais bien. Hilary Swank. Et voilà, Hilary Swank. Donc, Hilary Swank est l'athlète qui boxe et elle est surprotégée par Clint Eastwood. Mais c'est l'histoire qui fait que Clint Eastwood est transformé. Parce qu'il s'en veut. Alors, désolé pour le spoiler. Le spoiler pour ceux qui n'ont pas encore regardé $1 million, baby. Mais en tout cas, c'est ce que je n'ai pas envie de vivre. Je n'ai pas envie d'aller regretter quand il y aura un dommage grave. Je prends la décision avant et si ça doit me coûter ma relation avec mon athlète, je me sentirai bien au fond de moi parce que ce n'est pas une blessure que je verrai toute ma vie. Voilà. Et très logique, Fernand. On va avancer avec les questions donc hebdomadaires, bien évidemment. Chaque semaine, vous pouvez poser vos questions à Fernand Lopez qui répond avec grand plaisir. La semaine dernière, il y avait eu un petit teasing, Lisha75, qui avait demandé à Fernand si tu étais matchmaker de l'UFC, quelle serait ta main card de rêve avec le roster actuel. Donc c'est parti, donc main card bien évidemment, 5 combats. On commence par le premier combat de la soirée, donc qui commence à 4h du matin. C'est parti. 5 combats, c'est tout? Bah la main card, bah oui, la main card. Ok. Voilà, c'est dur, hein. Tu me poses une colle parce que j'avais prévu une bonne carte. Ah, les prélims aussi, il y avait les prélims. Oui, enfin, oui, j'avais prévu 10 combats. Bah, faut pas que ce soit un pay-per-view à $200. C'est bon. Ah, tu me demandes un combat, mes combats de rêve. Allez, là tout de suite. Je t'ai dit, en throwback, j'aurais mis Mackenzie Dern contre Tatiana Suarez. Ok, ouais, pas mal. La plus grosse lutte
la plus grosse lutte contre le plus gros sol. Ouais. OK? Chez les bantamweight, j'aurais mis Valentina Shevchenko contre Amanda Nunes. Logique. 3. OK? Logique, il n'y a pas, voilà quoi. On voit si elles ont amélioré leur fight IQ et qu'est-ce qu'elles peuvent trouver, qu'est-ce que Valentina peut faire de nouveau. Mhm. Chez les hommes, j'aurais mis Brandon Moreno contre Figueiredo. Ça, on Oui, sait que ça va se passer. complètement. Parce que, bon, En voilà, juin prochain. je l'ai dit que le futur pour moi, c'est Moreno. C'est, voilà quoi, c'est le futur. Il a quelque chose. En bantamweight, j'aurais mis Cory Sandhagen contre Peter Yan. Oui, bah, qui va arriver aussi contre, selon toute vraisemblance. le 2 contre le 1. Mhm. OK? En flyweight, j'aurais mis Chikadze contre Yair Rodriguez. Ok, d'accord. Ah ouais. Ah ouais. C'est parce que là, tu te dis que ça va être pour 3 rounds de C'est maestria. ça, c'est une folie. C'est-à-dire que effectivement, Chikadze il n'est que 14 en ce moment et l'autre est 3e. Mais imagine le combat. Moi, je me dis, c'est une tuerie. Voilà. Moi, c'est ce qui me ferait kiffer. Ouais. En lightweight, j'aurais mis le numéro 3 contre le 1, Charles Oliveira contre Poirier. D'accord. Ok. Parce que pour le coup, comme je te disais, ça me peine de voir Chandler débarquer, de court-circuiter la hiérarchie, de déborder tout le monde et se retrouver là. Et effectivement, Poirier a perdu de manière très radicale contre Khabib. Mais cependant, ça reste quelqu'un qui est là depuis, qui a fait son chemin, qui a fait machin. Je pense qu'entre Charles Oliveira et lui, il y aurait un match solide où ce n'est pas la puissance qui trancherait d'un coup. La puissance comment il s'appelle, Chandler, vient couper tout et nous empêche de regarder le combat. Ça nous empêchera d'admirer le combat. Ça va couper tout d'un coup s'il gagne, tu vois. En welterweight, je mettrais le seul que je pense être capable de battre, Ousmane Kamaru. Devine qui? Gilbert Burns. 2, Voilà. donc? Ouais. Ah, d'accord. Ouais. Ok. C'est-à-dire que, encore une fois de plus, je suis persuadé que si on donne une stratégie différente à Gilbert Burns et qu'on lui dit, tu boxes, mais ta boxe n'est pas de vouloir montrer que tu es le meilleur boxeur qu'Ousmane Kamaru, c'est de mettre les mains sur lui et de prendre son dos. Où il est battable, c'est le dos. Va chercher son dos, attaque son cou ou le dos, il y aurait moyen qu'on ait quelque chose. En gros, prends le mec et amène-le dans un championnat du monde ADCC. Prends Ousmane et pose-le. Débrouille-toi pour qu'on annule la boxe, qu'on annule la lutte et que vous vous retrouvez sur un championnat IBJ, un truc de panaméricain, quelque chose de chaud, tu vois. Et là, tu auras ta victoire. En middleweight, c'est déjà fait. J'aurai Nassourdine Imavov contre un top 20. D'accord. Ok. En light heavyweight, j'aurai Jiri Projaska contre Le Rakic. champion? Ah Non, oui, non. Rakic. Ah oui, contre Rakic, donc qui arrive bientôt aussi ce combat-là, selon tout. C'est ça. C'est ça. Donc ça, c'est un combat. Moi, le champion, c'est trop tôt. Je pense que c'est bien. On a déjà un beau combat. Alexander Rakic, c'est vraiment du solide, tu vois. Ça va être bien. Et puis, en poids lourd, j'aurai Cyril Gane contre Francis Ngannou. Ah, elle est pas mal cette carte, mais après, bon, c'est que des combats possibles et qui vont, selon toute vraisemblance, arriver. C'est ça, mais ce sont des combats qui vont arriver de manière dispersée sur les UFC, alors que si tu veux me demander ma carte idéale, je les mets tous ensemble, même carte de la bombe atomique. Là, je ne bouge plus, je prends une brouette de popcorn, je m'assois et je regarde. Eh ben voilà, en tout cas, ouais, non, c'est une sacrée carte. Petite parenthèse quand même, tu ne l'as pas mentionné, mais toi, que penses-tu du retour de TJ Dillashaw chez les bantamweight? Parce que je n'ai rien de spécial à dire dessus. TJ, ça dépendra de comment il revient. Avec quel mental il revient. Aujourd'hui, on sait que ses déplacements ne sont plus une exclusivité. Il y a pas mal de gens qui ont commencé à imiter ce que lui, il avait imité chez Dominic Cruz. Donc,
Euh, ouais, il faut voir comment il revient. Je n'ai vraiment pas grand-chose de spécial à dire dessus. C'est un combattant, c'est un excellent combattant qui est très excitant à regarder. Et donc, je vais le regarder avec beaucoup d'attention, mais il n'y a pas un truc spécial. Qu'est-ce que tu veux me dire faire? Il y a quelque chose de spécial dont tu voulais parler dessus? Rien du tout, c'est juste qu'il va, selon toute vraisemblance, affronter Cory Sandhagen pour son retour, donc un peu choc des générations. Et c'est vrai que c'est quasiment. Ah, oh! Je suis pas sûr que ce soit un bon plan Pour qui? Parce que. pour, Pour pour TJ? Dillashaw. Ah Ouais. ouais, ok. Ok, ok, ok. Ah, Cory Sandhagen, l'épisode, ceux qui n'ont pas regardé l'épisode précédent, Ah je oui, suis persuadé que pour moi, c'est le futur. ah oui, Il a quelque chose. Il a je quelque pense chose. aussi. Et puis sa victoire, enfin sa défaite contre Sterling, pour moi, c'est plus j'ai presque envie de dire un accident, dans le sens où il n'a pas eu le temps du tout de rentrer dans son combat, en fait. C'est ça. C'est ça. Donc, C'est ça. ouais. Bah voilà, super. Bah, bien, question de François Andrieux, donc qui est particulièrement intéressante, comme toutes les questions d'ailleurs qu'on nous pose, hein, enfin que nous sélectionnons. Merci messieurs, quel régal de vous écouter sur la route la nuit dernière. Petite question pour le King. Pourquoi chacune des organisations n'organise pas un tournoi pour décerner le titre de chaque catégorie et le classement des combattants? Et est-ce qu'un grand tournoi entre toutes les organisations serait possible? C'est une question qui revient globalement souvent sur Internet. Je vous en remercie par avance. Vivement le prochain épisode. Je ne, je ne, je, c'est utopique, c'est impossible. C'est-à-dire qu'en gros, pourquoi, je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas une ligue unique, quoi. En gros, l'OMM a été construit a été construit avec une pyramide à l'envers. Qu'aujourd'hui, les grandes organisations dont on parle en termes d'organisation mondiale, c'est les championnats du monde. Donc, on va parler de football. C'est construit parce que ça a commencé à la base. Ensuite, on est monté au haut de la pyramide. On a développé la pratique de masse. Ensuite, on est arrivé sur la compétition et le professionnel. Le judo, les Jeux olympiques, c'est un mouvement de base où il y a des organes déconcentrés qui sont les fédérations nationales. Et ensuite, d'abord les départements, les régions, les fédérations nationales, les fédérations continentale et puis on arrive sur le championnat du monde. Ça a toujours été comme ça la construction. Le MMA a commencé à l'envers. Il y a eu la grosse compétition d'abord, donc ça a commencé avec une pyramide très basse, compétition de l'UFC. Ensuite, ça s'est élargi avec d'autres compétitions de niveau moyen. Ensuite, on a mis le niveau amateur et on est arrivé sur le développement de la pratique de masse. Du coup, ça fait que il y a eu de grosses dispersions et c'est très difficile de réunir les gens alors qu'ils ont commencé avec des entités fortes, UFC à part, le Vale Tudo au Brésil, toutes les anciennes compétitions qu'il y a eu, le Bolog et tout, le M1, le Pride et tout, c'était marché à part. Et ensuite, comment les réunir? Comment faire des règles unifiées, les réunir et faire un championnat total de tout le monde pour avoir le 1. C'est difficile quand on a une identité très individualisée avant. Je pense que c'est une utopie et ça n'arrivera jamais. Mais en tout cas, c'est une très bonne idée. C'est un rêve aussi à avoir. Mais je ne vois pas ça possible parce qu'il y a des réalités financières très compliquées, des enjeux beaucoup plus compliqués que ça qui vont toujours faire qu'on ne pourra pas faire une réunification totale de toutes les organisations. C'est clair. Le seul intérêt, et ça avait été déjà fait justement, c'est quand tu as deux organisations qui se tirent la bourre. On se souvient Pride et UFC où c'était Chuck Liddell qui était allé justement au Pride parce que là, il y avait un intérêt de dire bon, bah, on va quand même leur montrer que notre champion, bah, c'est le meilleur de sa catégorie. Et globalement, toi, justement, tu penses quoi des tournois? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a que le Bellator, enfin, il y a le ONE FC aussi là, qui reprend ça, qui est à fond dans les tournois. Toi, est-ce que tu penses que c'est quelque chose de bon pour les organisations, justement, d'organiser des tournois pour déterminer le champion? C'est bien, c'est bien, c'est bien dans le sens où je pense que pour les athlètes, on a besoin, ce qui nous manque avec le MMA, c'est un calendrier. Nous, on le voit en tant que promoteur, moi en tant que promoteur d'ARES, on sait que pour pouvoir faire de l'expansion avec l'organisation ARES, on a besoin de donner un calendrier. Les télévisions avec lesquelles on est en négociation de contrat ont besoin de visibilité. Ils ont besoin de savoir qu'ils signent une organisation pour 24 événements. Ça donne de la visibilité. On paye cher et on a un programme. Vous voyez, par exemple, ESPN signe avec l'UFC pour 1,5 million de dollars, Milliards. 1,7 milliard de dollars parce qu'on va
on donne une certaine nombre, on dit pour 49 événements, on a besoin de, voilà, et donc vous avez votre cachet. C'est ça qui est intéressant. Quand on a un calendrier, ça donne de la visibilité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un mec qui combat sur PFL, c'est qu'il a une date de combat, il a un calendrier. D'ailleurs, il y a une nouvelle organisation au Canada, Samouraï MMA, dont à qui je tiens mon chapeau. Ils ont fait quelque chose de génial et je leur tire le chapeau parce qu'ils ont sorti un calendrier où, moi j'ai des athlètes dessus, et ils ont sorti un calendrier où tu sais exactement quand est-ce que ton athlète combat au courant de l'année. C'est-à-dire que, alors, c'est très compliqué parce que du coup, comme le PFL, tu ne peux pas avoir un roster où tu peux piocher tout le temps. Il n'y a pas 500 athlètes, il y a 60 athlètes, 64 athlètes, je ne sais pas combien, et il y a 4 ou 5 par catégorie, 4 ou 6 par catégorie, enfin, c'est très délimité. Et donc, du coup, dans l'année, tu sais que tu dois affronter ces 3 personnes à un moment donné et le calendrier est fixé. Ensuite, s'il y a un blessé, c'est là où ça devient compliqué. Tu n'as pas trop de choix, quoi. Tu ne peux pas dire non, je ne veux pas un tel, je veux un tel. Quand on a fixé le calendrier, on donne les noms, tu n'as pas le choix. Tout est carré. Les salaires sont carrés, le timing est carré et tu as quelque chose de prévisible. Pour les sponsors, c'est magnifique. Pour les athlètes, c'est magnifique de pouvoir avoir un double projet. Je peux travailler et je sais que je vais prendre ma semaine de vacances à telle période. Je sais que je vais me mettre en congé à telle période. Je vais pouvoir combattre. C'est bien pour l'écosystème d'avoir des organisations qui sont capables de bosser comme à l'ancienne et des organisations qui sont capables de bosser avec de nouvelles, ces nouvelles règles qui permettent d'être en prévision comme le sont comme le sont d'autres disciplines sportives. Eh ben, très bien. Réponse exhaustive. Petite question de Maël Bassauge. Est-ce que Monsieur le King compte faire un Fernand Lopez Contender Series avec Ares ou le MMA Factory? Vous voyez, on essaie de sélectionner des questions pour récupérer des infos. Hein. Alors? Ça, c'est vraiment un coup bas de ta part parce que, en gros, c'est une question que tu poses, mais qui t'arrange toi, en fait, en tant que journaliste. Tu vois. Et parce que, du coup, tu piques des infos sur Ares. Non, je n'y avais pas du tout pensé, mais vraiment pas du tout. Déjà parce que je n'ai pas encore un nom qui est porteur comme celui de Dana White. Quand on fait le Dana White Contender Series, ça a un nom, c'est porteur. On débarque et tout, on dit, écoutez, j'ai signé sur le Dana White Contender Series, ça a un nom. Tu dis, j'ai signé à Fernand Lopez Contender Series. Bon. Qu'est-ce qu'on enfin, c'est pas terrible, tu vois. Peut-être dans quelques années, quand Ares aura fait son chemin, quand j'aurai bossé pour pouvoir installer ce nom, mais pour le moment, je ne vois pas ça possible. Enfin, ce ne serait pas pertinent, quoi. Non, voilà. Bon, bah voilà, désolé. Désolé, messieurs, pas de Fernand Lopez Contender Series pour le moment. Question de Raif Forest Record. Fernand Lopez, on a parlé bien évidemment sur ses réseaux sociaux la semaine dernière. Michael Venom Page, qu'est-ce que le King et le G en pensent? Je le trouve vraiment unique. Et vous, c'est ce que Fernand a dit, avec, je cite, j'ouvre les guillemets, Michael Venom Page, c'est un sacré phénomène, quand même. C'est vrai que j'ai dit ça. Non, je pense qu'il est particulier à cerner. Enfin, combien de personnes vous pensez capables d'affliger de tels chaos sur un geste? Un geste. On parle de ces mecs qui sont des artistes. On parle de mixed martial artists. Et en gros, il y a le côté artiste, quoi. Je suis un artiste, on me paye, je fais une œuvre d'art, quoi. Je suis Michelangelo, je suis... voilà. Michael Venom Page. Voilà. Michael Venom Page. Et je signe en bas, tu vois. Et ce mec a ce truc-là, c'est-à-dire qu'on voit qu'un jeune comme... Je suis désolé pour ceux qui n'en peuvent plus de Sean O'Malley, mais moi, j'aime bien le petit. Je sais qu'il y a des gens là qui n'en peuvent plus du tout. Je vous présente mes plates d'excuses, mais j'aime le petit, il est bien, il fait de l'art. Et donc, quand on a un petit comme ça, on voit qu'il cherche à faire de l'art. On voit qu'il cherche à terminer le mec sur un coup. Il veut absolument, il veut pas gagner d'une autre manière. Il veut pas gagner à la décision. Il veut faire un clean shot et puis il tourne le dos, il marche. Sauf que il y a un mec qui le fait de manière naturelle tout le temps. Mais tout le temps. Je ne le connais pas, je ne sais pas à quoi il tourne, je ne sais pas comment il fait. Il y a quelques temps de ça, j'ai parlé avec, ça fait pas longtemps, j'ai parlé avec Carla Moussou, qui m'a dit qu'il avait tourné avec, qui s'était entraîné avec
Venom MVP. Page. Ok. Voilà. Et il m'a dit, franchement, MVP, c'est un autre niveau, c'est un magicien. Et quand je sais combien de fois il est fort, Kala Moussou, et l'entendre dire ça, je me dis, mais c'est qui ce mec en fait? Le nombre de personnes qu'il a tuées, entre guillemets, attention, il y a un grand public qui écoute ça et qui va dire, ah, on tue les gens au MMA. Non. Le nombre de mecs qu'il a fini en une frappe, une seule frappe, c'est incroyable. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans le monde qui fait ça. Genre, Masvidal a pris un sprint de 8 mètres pour mettre un coup de genou sur la tête à Ben Askren, Ouais. mais il n'a pas causé les dégâts que MVP a mis sur un départ arrêté. Départ arrêté, il a sauté, il a mis un coup de genou, sauté à Cyborg, il lui a percé le crâne, il lui a percé le front, c'est qu'il y a un gros trou, quoi, comme une balle de tennis. Mais comment on peut faire ça? Comment on peut éclater le nez d'un mec, d'un high kick aussi léger, juste comme ça, un instant, un mouvement, rien de plus? Comment on peut être là en train de jouer et on met une frappe au passage et la personne dort comme si on lui avait donné un somnifère? Comment on fait pour faire ça? Je ne sais pas. Donc, pour moi, je trouve qu'il est phénoménal. Je ne sais pas ce que tu en penses, je ne sais pas ce que tu vas me dire dessus, mais je n'ai pas encore démystifié ce mec. Alors, il a perdu contre un autre tueur. Qui était d'une précision incroyable. Comment il s'appelle? Douglas Lima. Voilà, Douglas Lima. Mais cependant, mais il me choque. À chaque fois, je me dis, bon, là, on lui a mis un bon lutteur, il va le choper, il va le clouer au sol, il va faire ceci. À chaque fois, je pense que là, on lui a mis un bon boxeur, il va avoir le timing, il va le contrer. Mais il est intouchable, c'est un magicien. Je ne sais pas comment il fait et je ne sais pas comment il fait pour dégager autant de puissance avec un espace aussi court, quoi, avec une détente aussi courte. Je ne sais pas comment il fait. Ouais, je sais pas. Moi, avec Michael Venom Page, en fait, tout ce que tu as dit, je suis 1000 fois d'accord et c'est vrai que c'est hyper impressionnant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, à son âge, je crois qu'il a 34 ans. Je trouve ça juste dommage, en fait, qu'il n'ait pas réussi à passer un petit peu le niveau où sportivement, tu vois, tu as une légitimité face à ses adversaires. Parce que il y a eu le combat contre Douglas Lima, où certes, c'était disputé jusqu'à ce qu'il se prenne le KO. Mais j'ai aussi en mémoire, tu sais, le combat contre Paul Delay au tour précédent, où là, pour le coup, c'était vraiment très compliqué pour lui. Donc, tu vois, faire ça avec des gars qui sont honnêtement, enfin, pas à son niveau, en tout cas, pour moi, ils sont pas du tout dans sa même, dans ces mêmes sphères. C'est au bout, en fait, ça ne tient qu'un temps pour moi. Je comprends ce que tu dis, mais ce n'est pas sa faute à 100%. Oui, Je non, c'est pense clair, que, c'est clair. sincèrement, moi, j'ai un mec comme ça dans ma team, dans ma promotion, je l'envoie dans la cage au loup. Je veux tester, je l'envoie vraiment où il va affronter des mecs. Je pense que ces mecs-là auraient pu briller avec plus de lumière. Je pense que tu passes ces mecs-là à l'UFC et tu le mets contre des grands noms, genre tu le mets contre Masvidal, il peut faire des choses, il peut surprendre des gens. Et je pense que un athlète peut être éteint parce que tu ne le mets pas en lumière, ou il peut briller parce que tu lui as donné la confiance et tu le mets en lumière. Et je pense qu'il n'a pas eu assez de lumière au Bellator, c'est tout. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est juste dommage, j'ai un peu l'impression que son prime a été gâché, tu vois, c'est comme aujourd'hui Raymond Daniels au Bellator. Bon, oui, dans cette dernière partie de carrière, c'était un grandissime kickboxer. Ça me dérange pas qu'aujourd'hui, il lui mette des gars juste pour qu'il fasse son petit highlight. C'est ça. Bon. Et Monsieur pour finir fatigant, d'ailleurs, c'est ça. mais c'est ça. Et pour finir d'ailleurs, on n'en a même pas parlé. Le retour de Rumble au Bellator lors du même événement. Alors, C'était difficile. Hein. C'était ouais. chaud quand même. Hein. C'est-à-dire que, attention, c'était chaud. Hein. C'est Rumble, mais il a vu la mort à un moment donné. Hein. Il s'est pris un contre, il a dansé. Hein. Ouais. Et pourtant, je ne me souviens pas qu'il ait pris beaucoup de KO. Comme quoi, l'histoire de menton, de pas menton, ça ne tient pas beaucoup. Quoi. C'est toujours une affaire de succès. Est-ce que ton adversaire a le bon succès de placer le point au bon endroit au bon moment? Moi, je pense que c'est... Voilà. Là, pour le coup, il a eu chaud. Hein. Il a eu chaud, le Et le partenaire. Bellator a aussi eu chaud, hein, parce qu'il n'y a plus Rumble dans le Ça. tournoi. C'est ça, c'est tout est gâché. Mais encore une fois de plus, il a manqué un peu de fight IQ, de reculer un peu, de créer de l'espace et de pouvoir le toucher de loin. Et donc voilà, mais très bonne chose qu'on ait toujours Rumble dans le tournoi et ça va être intéressant.
Mais là, tu es confiant pour la suite pour lui. Enfin, y a pas, t'es pas en mode, ah tiens, Non, non? non, il Ok. était bien. L'adversaire était solide, il était bien. Ouais. Il était bien, il a marché dessus, il le suivait, cadrage et tout, la tête, le corps, les high kicks. Et à chaque sortie, tu es là, tu es en train de boxer, tu vas aller là-bas à gauche, bam, il te ramène la tête avec une grosse beuge. Non, je pense qu'il était bien. Je pense vraiment qu'il était bien, quoi. Et qu'il il avait un adversaire très bon en boxe. Je pense que il est, en tout cas, moi, personnellement, je l'ai perçu meilleur que ce que j'attendais. Je me disais qu'avec le fait qu'il soit resté longtemps sans combattre, il allait revenir un peu rouillé, machin. Mais non, je l'ai trouvé au taquet, je l'ai trouvé là. Tu vois. Eh ben super, on a terminé pour cette semaine avec un épisode XXXL. Le moment que vous attendez tous dans ce podcast-là chaque semaine, bien évidemment, c'est le point réclame de Fernand Lopez. Là, il fait non, mais il lit les commentaires et il voit Tu vas te bien. calmer. Allez, c'est parti. Bah, écoutez, merci encore. Ça fait beaucoup de bien de savoir combien de fois vous nous suivez. D'ailleurs, je remercie beaucoup ceux qui suivent malgré et qui donnent les appréciations, les commentaires, malgré que ce ne soit pas des épisodes à blockbuster. En gros, on sait que en général, quand on va parler de Conor McGregor, ça va baiser à mort. Quand on va parler de Francis ou de Cyril Gane, ça va baiser à mort. On aura beaucoup de commentaires, de likes et tout ça. C'est très bien, mais c'est aussi bien d'apprendre les envers du décor, de parler des choses simples, de ne pas suivre et de ne pas donner la force que quand c'est les grands noms. Parce que du coup, ce qui se passe, c'est que vous poussez les médias à vous apporter ce que vous ne voulez pas. Il y a beaucoup de personnes qui disent, mais non, j'espère qu'ils ne vont pas parler encore de, Jack de, Paul. de Jack Paul, j'espère qu'ils ne vont pas parler encore de Conor. Mais justement, si vous ne voulez pas qu'on en parle, si vous ne voulez pas donner cette habitude aux médias d'aller où ça clique, allez cliquer même quand ce n'est pas un gros nom. On a parlé d'un grand nom et qu'on a parlé des choses vraies qui sont intéressantes, qui vous ont plu. Commentez dessus, mettez des pouces de like, mettez des pouces de dislike si vous n'aimez pas et surtout, commentez pourquoi vous n'aimez pas pour que ça puisse faire améliorer le style de Monsieur G qui, quand même, même si moi j'ai vu d'autres choses, lui, il en vit quand même. Allez, formidable et à la semaine prochaine. Merci, Top. au revoir.